Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais classer les livres de cycle LGDC. Ça va être une vidéo assez longue je pense puisque j'adore blablater sur cet univers et que généralement quand je commence on ne m'arrête plus. Mais avant de débuter, je vais faire quelques petits disclaimers. Premièrement, il s'agit de mon avis personnel. Ma parole ne fait pas loi, donc ne vous sentez pas attaqué si je parle mal de votre livre favori. Ce sont des chats fictifs, un univers fictif et ça ne reste que mon opinion. Deuxièmement, il y aura comme dans toutes mes vidéos des spoilers en masse sur l'ensemble de la saga. Donc si vous n'aimez pas ça, n'allez pas plus loin et de manière générale ne regardez pas mon contenu parce que ce n'est que ça. Et troisièmement, ce n'est pas un classement objectif. Même si un livre contient de bonnes idées ou présente des scènes iconiques, si je ne l'aime pas, il finira en bas du classement. Je voulais que cette vidéo reste hyper simple en se basant uniquement sur mon ressenti et mes préférences. Et enfin, nous ne parlerons que des livres entièrement traduits en français, parce que même si je dévore les spoilers et que je lis certains passages en anglais, je ne profite pas du tout autant de l'expérience qu'en lisant en français, donc je manquerai clairement de pertinence pour en discuter. Et évidemment, on ne parlera que des livres de cycle, donc pas des hors-séries, des nouvelles, des livres illustrés, etc. Et du coup, rapidement, je vais vous présenter les lignes que j'ai créées. Donc mes favoris, c'est tout simplement mes livres préférés de la saga. Je les aime beaucoup, et bien c'est plutôt explicite je trouve. C'est tout simplement des livres que j'adore, mais pas au point qu'ils figurent dans mes favoris. Je les aime bien, et c'est ce que ça veut dire. Je les aime bien, mais pas autant non plus que les livres qui seront dans ces lignes-là. Bof bof, j'ai rien trouvé de mieux pour qualifier cette ligne-là. C'est tout simplement des bouquins qui se lisent, qui ne me font pas souffler, que je ne déteste pas particulièrement, mais j'ai pas de plaisir particulier à les lire. Si je les relis, c'est vraiment parce que j'avais envie de relire le cycle dans son ensemble. Ces bouquins me font vraiment ni chaud ni froid, voilà, ils ont le mérite de faire avancer l'histoire, je les déteste pas, mais clairement je les affectionne pas particulièrement et je les relirai pas de moi-même de façon isolée. Je souffle, c'est des bouquins que je trouve pas hyper intéressants, que je trouve parfois assez ennuyants, et souvent je pense carrément qu'ils auraient pu être skippés ou alors fusionnés entre eux. Et non merci, c'est vraiment des bouquins que je trouve nuls. Voilà, LGDC est une saga qui est très étendue, et donc forcément il peut pas y avoir que des super bons livres dedans, mais dans cette ligne c'est vraiment des bouquins, je les trouve inintéressants, je me fais trop chier, et c'est toujours une plaie de devoir les relire quand je veux reprofiter de la saga dans son entièreté ou d'un cycle en particulier. Et évidemment cette ligne là c'est ceux qui ne sont pas encore traduits en français et que je ne pouvais pas virer de cette tier list. Bien évidemment je vous mettrai le lien de cette tier list en barre d'infos et je remercie vraiment la personne qui l'a créée. Et sans plus attendre, c'est parti. Commençons d'abord par le cycle 1, donc le cycle original, celui avec lequel tout a commencé, et je pense honnêtement que c'est objectivement le meilleur cycle, et je pense que c'est un avis qui est globalement partagé par l'ensemble de la communauté, parce que oui évidemment chacun son avis, chacun ses préférences, tout le monde n'a pas le même affect par rapport à certains cycles, mais je pense vraiment que objectivement c'est le meilleur cycle parce que c'est celui qui exploite le mieux ses persos. Au niveau de la qualité d'écriture, je trouve que c'est vraiment le meilleur. C'est celui qui est le plus consistant, que ce soit au niveau de l'intrigue principale ou au niveau des sous-intrigues. On ne s'ennuie absolument jamais, il se passe toujours 10 000 trucs dans tous les clans. Il y a plein de décès, c'est un cycle qui est très émotionnel. Son seul souci c'est que la team LGDC n'avait pas du tout prévu que la saga prendrait cette ampleur-là, et de base en fait il ne devait y avoir qu'un seul livre LGDC. Sauf que devant le succès rencontré, il y a plusieurs livres qui ont été demandés jusqu'à obtenir un cycle complet, et après ça a donné la saga telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais du coup c'est ça le défaut du cycle 1, c'est que comme il a été conçu comme un livre, puis 2, 3, puis un cycle entier, et puis finalement c'est devenu une saga étendue, et du coup les autrices n'ont pas pensé à faire des choses pourtant assez basiques quand même, elles-mêmes ont exprimé leurs regrets par rapport à ça, à savoir créer un arbre généalogique cohérent, réfléchir à des normes qu'elles pourraient exploiter sur le long terme. Et c'est ça qui est un petit peu dommage dans le cycle 1, c'est qu'il y a plein de règles, d'idées, de traditions hyper intéressantes qui sont présentées et au final qui ont été complètement oubliées. Mais pour moi c'est le seul défaut de ce cycle 1, parce que vraiment je trouve que c'est celui qui a été le mieux pensé, et comme le casting aussi du clan du tonnerre est beaucoup plus restreint, ça fait que même les personnages les plus secondaires du monde sont quand même très attachants. Pour moi objectivement c'est vraiment le meilleur cycle, alors que c'est même pas mon favori, c'est mon deuxième favori mais c'est pas mon favori, mais objectivement pour moi il n'y a pas débat, c'est vraiment le meilleur. Donc le tout premier, Retour à l'état sauvage, je vais le mettre dans... j'aime beaucoup quand même. Je peux pas me mettre plus bas, enfin je veux dire c'est le premier livre LGDC que j'ai lu comme beaucoup de personnes. Après il y en a d'autres qui ont découvert LGDC avec le cycle 2 ou voire le cycle 3, mais moi j'ai vraiment découvert la saga avec le premier bouquin. Franchement c'est une très bonne entrée en la matière, il y a plein d'intrigues hyper intéressantes, les bases posées sont très cool aussi, même si comme je l'ai dit malheureusement elles ont été oubliées ou pas toutes exploitées correctement. Je trouve que Nuage de Feu est un protagoniste hyper efficace en fait, parce que on découvre les clans en même temps que lui, ce qui fait que tout se fait de manière très fluide, très naturelle. Même de manière générale je trouve que Nuage de Feu est un protagoniste très agréable aussi, un peu basique ça c'est sûr, c'est vraiment le héros type, mais franchement il n'en reste pas moins attachant et très sympathique. Ensuite
Ensuite, nous avons À feu et à sang. Et À feu et à sang, je vais le mettre ici aussi, dans Je les aime beaucoup. Je sais que c'est un bouquin qui est pas aimé par beaucoup de personnes et moi ça m'étonne parce que je trouve qu'il se passe tellement de choses cool dans ce bouquin. La relation Rivière d'Argent Plume Grise, d'ailleurs Rivière d'Argent vraiment ma queen, elle a vraiment un profil et un tempérament assez unique dans LGDC. Plume Grise se révèle vraiment être un personnage à part entière et pas seulement le meilleur pote de Cœur de Feu, donc j'adore. Il y a plein de conflits dans tous les sens, Nuage Cendré est beaucoup trop cool, il y a l'arrivée de Flocon de Neige, il y a le retour du clan du vent, enfin franchement il se passe énormément de choses dans ce bouquin et je l'adore. Ensuite nous avons Les Mystères de la Forêt et là il va aller dans mes favoris. J'adore l'ambiance de ce bouquin, vraiment c'est très particulier, c'est très mystérieux, on parle des secrets de Croc Jaune et d'Étoile Bleue, il y a la mort de Rivière d'Argent qui est une mort qui a impacté beaucoup de personnes parce que c'est le premier décès d'un perso qu'on a quand même un minimum connu. Parce qu'avant, évidemment, il y a eu des décès, il y a eu Petite Feuille, il y a eu Cœur de Lion, mais c'était des personnages assez mineurs. Et Rivière d'Argent, même si elle est secondaire, elle avait quand même pris plus d'importance que les autres chats décédés avant elle. Et du coup, c'est un décès qui a marqué énormément de personnes. Le départ de Plume Grise pour le clan de la Rivière pour rester auprès de ses petits est hyper émouvant. Je trouve que c'est une scène dont on parle pas assez, mais vraiment, la façon dont Cœur de Feu décrit son départ, ce qu'il ressent, moi, à chaque fois, ça me prend au trip. Vraiment, je trouve que c'est hyper bien écrit. Cœur de Feu devient lieutenant après que la trahison de Griffe de Tigre ait été révélée à tout le monde. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant avec ce cycle, c'est que c'est un espèce de Cluedo hyper cool parce que on sait depuis le tout premier bouquin que c'est Griffe de Tigre le méchant, que c'est Griffe de Tigre qui a tué Plume Rousse, etc. Mais la question, c'est pas de savoir qui. La question, c'est de savoir comment. Et c'est ça que j'adore dans ce bouquin, c'est que avec l'aide de Rivière d'Argent, de Patte de Brume, etc., on arrive à démêler le vrai du faux. On arrive justement à créer une piste entre la mort de Cœur de Chêne, celle de Plume Rousse, l'implication de Griffe de Tigre, et je trouve ça hyper bien mené. C'est vraiment un de mes livres favoris de la saga parce que vraiment je trouve qu'il est hyper bien ficelé en fait. Ensuite nous avons Avant la tempête, ça reste un bouquin absolument génial pour plein de choses, pour la descente aux enfers d'Étoile Bleue, pour l'enlèvement de Nuages de Neige, pour la maladie qui secoue le clan de l'ombre, pour Museau Cendré Mastar, pour l'incendie, pour la mort de Croc Jaune qui est un véritable crève-cœur et qui est une des scènes les plus émouvantes de toute la saga. Mais c'est vrai que je trouve que par rapport aux trois autres, c'est un bouquin qui est moins fort dans son ensemble. Ensuite, nous avons le cinquième, je crois que c'est sur le Sentier de la Guerre en français, et je vais le mettre dans J'aime bien aussi. C'est un bouquin qui est hyper dramatique et iconique, enfin il y a tellement de scènes légendaires dans la saga, pour le coup on peut le dire. Le fait qu'Étoile du Tigre devienne chef, la meute de chiens, la mort de Nuage Agile, l'accident de Cœur Blanc, le dévouement que lui porte Flocon de Neige, la mort de Patte de Givre qui est enlevée par un rapace, Étoile Bleue qui sombre de plus en plus dans la folie jusqu'à devenir l'ombre d'elle-même et donc une terrible meneuse, sa mort évidemment, Patte de Brume et Pelage de Silex qui lui pardonne sur son lit de mort, enfin c'est iconique, je suis désolée, c'est absolument iconique, mais je trouve qu'encore une fois dans son ensemble il est moins fort que les trois premiers bouquins et qu'il y a beaucoup de choses qui se traînent un petit peu justement pour faire monter la tension et pour que ça dure un livre entier. Mais je trouve que ça va, ça se sent pas énormément, on ne s'ennuie pas, donc il n'y a pas de galère, mais du coup je trouve qu'il est quand même moins fort que les trois premiers. Ensuite nous avons Une sombre prophétie et clairement il va dans mes favoris. Je pense que objectivement on peut dire également que c'est un des meilleurs bouquins de la saga. Il est hyper satisfaisant sur tous les points et c'était un point final idéal à la saga. Étoile de Feu devient enfin chef et c'est plus que mérité, c'est l'homme de la situation littéralement, et le fait de l'avoir vu passer d'un chat domestique à meneur de clan, enfin c'est hyper satisfaisant, c'est super bien mené. Le plot twist avec Fléau qui tue Étoile du Tigre à la place d'Étoile de Feu est absolument incroyable. La bataille contre le clan du sang est absolument iconique. Le sacrifice de Pelage de Silex, est-ce qu'on peut en parler? C'est un des moments les plus dingues de la saga, les plus prenants, les plus poignants, les plus tout ce que vous voulez. C'est hyper intéressant également de voir la foi d'Étoile de Feu envers le clan des étoiles mieux explorée. C'est un bouquin qui est absolument génial et moi ça m'aurait pas du tout posé problème que la saga se termine dessus en fait. Enfin vraiment, je trouve que sur tous les points d'intrigue qu'on a pu avoir, c'était hyper satisfaisant. Maintenant on va s'attaquer au cycle 2 et le cycle 2 c'est celui que je préfère. Et récemment je crois que j'ai compris pourquoi, c'est parce que c'est littéralement un teen movie. À chaque fois je suis trop hypée de retrouver la nouvelle génération. Je suis trop hypée de retrouver les petits de Plume Grise, d'Étoile du Tigre. Je suis trop hypée à l'idée de rencontrer les enfants d'Étoile de Feu, de Flocon de Neige, de Pelage de Poussière, etc. L'enjeu qui est présenté est absolument colossal et pour le coup, pour moi, il n'y a jamais eu plus dangereux que celui-ci. Personne ne peut protéger les chats sauvages des bipèdes. Il n'y a aucune prophétie, aucun élu, aucun pouvoir qui peut les sauver de l'espèce humaine et du coup, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant à suivre, hyper prenant et ce cycle globalement est hyper dramatique et on adore le drama ici. De toute façon, le drama, c'est l'ADN d'LGDC. Minuit, je vais le mettre dans mes favoris. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est un livre qui est moyen
Et honnêtement, je peux le comprendre, mais moi je l'adore. Je trouve que le point de vue de Nuages de Feuilles rend la mission des élus d'autant plus vitale et importante, parce que du coup les inquiétudes des voyageurs sont concrètes pour nous les lecteurs. De l'autre côté, c'est beaucoup trop cool de suivre le voyage, tous ces dangers, le monde qu'il y a en dehors des clans, en dehors de la forêt. Je trouve ça hyper cool qu'il y ait un félin de chaque clan qui soit mis en avant aussi. Je trouve que les points de vue de Nuages de Feuilles et de Griffes de Rouen s'alternent parfaitement. J'adore le groupe des élus, j'adore assister à la naissance de leur amitié. J'adore ce livre, à chaque fois je me suis trop impatiente d'arriver à minuit. Clair de Lune, c'est un de mes bouquins préférés aussi. Clairement, les 3 premiers bouquins du cycle 2 sont vraiment mon enchaînement favori de toute la saga. Clair de Lune, je trouve incroyable. Pelage d'Orage est un protagoniste qui est beaucoup trop sous-coté auprès de la communauté. Je trouve qu'il a des réflexions hyper intéressantes sur les clans en étant sans mêlée. J'adore son crush pour Nuage d'écureuil, j'adore le fait qu'il n'ait pas pu réfréner ses sentiments pour Source, contrairement à ceux qu'il avait pour Nuage d'écureuil. J'aime son amitié avec Griffes de Ronce, j'aime le fait qu'il s'inquiète à propos de la relation Nuage Noir Jolie Plume parce qu'il a peur de voir l'histoire se répéter comme avec leurs parents. J'adore, je trouve que son point de vue est beaucoup trop sous-estimé, mais c'est vrai que la narration aurait pu faire plus, aurait pu aller plus loin, mais franchement j'adore ce type. J'adore le couple Jolie Plume Nuage Noir, je trouve que c'est trop chou. Je trouve que le concept de la tribu de l'eau vive est hyper intéressante, je trouve que le concept de l'Oncro est hyper intéressant aussi. Le sacrifice de Jolie Plume est tout simplement iconique, je pense que c'est un des passages les plus poignants et les plus mémorables de toute la saga. Le point de vue de Nuage de Feuilles reste super intéressant parce que du coup on assiste toujours à la destruction de la forêt et on en apprend beaucoup plus sur Papillon et sur Plume de Faucon. Ensuite nous avons Aurore, et comme je l'ai dit, hop, ça finit aussi tout en haut. Griffes de Ronce et Nuages d'écureuil sont très mimi dedans. J'aime le fait que Pelage d'Orage reste dans les montagnes avec Source. Le fait que il tourne la page sur les clans, qu'il ait enfin trouvé sa véritable place. Plume de Jet qui choisit son nom pour honorer Jolie Plume, c'est beaucoup trop adorable. Tout ce voyage pour atteindre les nouveaux territoires et cette scène finale avec toutes les étoiles qui se reflètent dans le lac, au niveau de la symbolique et tout, c'est vraiment trop cool et encore une fois ça aurait été un point final idéal pour la saga et d'ailleurs c'était censé être le cas puisque Vicky, donc l'éditrice principale des premiers cycles, avait révélé que après le succès du premier cycle, la maison d'édition avait demandé une trilogie pour conclure la saga, donc vraiment Vicky pensait que ces 3 bouquins là achèveraient complètement l'histoire. Sauf que du coup, vu que l'engouement autour de nos chats guerriers était toujours plus grand, et la maison d'édition lui a demandé de transformer cette trilogie en cycle complet et Vicky était absolument dégoûtée, vraiment je n'exagère pas, c'est vraiment ces termes, elle était vraiment dégoûtée, pour elle vraiment ça aurait dû s'arrêter à Aurore et je la comprends totalement parce que ça sonnait comme une très bonne conclusion sur tous les points. Et je sais que quand je dis ça, il y a toujours quelqu'un pour me dire que Plume Grise a été enlevée, mais que va-t-il se passer pour lui, on sait pas s'il revient, ou quelqu'un pour me parler du crush que Nuage de Feuilles commence à avoir pour Plume de Jet dans ce bouquin là. Mais en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette version là d'Aurore n'est pas la version qu'on aurait eue si ça avait été un véritable point final. La maison d'édition n'a pas demandé un prolongement du cycle quand les autrices en étaient là. Ça a dû se passer à ce niveau-là ou à la rigueur à la fin de celui-ci. Mais dans tous les cas, cette version-là d'Aurore n'est pas du tout la version qu'on aurait eue si ça avait été un vrai point final. Le crush de Nuage de Feuilles pour Plume de Jet, qui plus tard se révélera réciproque, n'aurait jamais existé, n'aurait jamais été créé s'il n'y avait pas eu l'intention de créer le cycle 3 et 4 derrière. Pour le coup, ça a été vraiment confirmé par Vicky. Le couple Plume de Jet et Feuille de Lune n'aurait jamais existé, ce qui me paraît quand même assez logique si la saga n'avait pas été prolongée au-delà de Aurore. Et pour l'enlèvement de Plume Grise, il y a un monde où ça ne serait pas arrivé. Personnellement, je trouve que c'est une bonne sous-intrigue qui se fasse enlever parce que moi j'adore Plume Grise et du coup ça a été un crève-cœur de le voir se faire enlever, mais justement en fait c'est ce genre de crève-cœur qui font la force de la saga, donc je trouve que ça reste une bonne sous-intrigue. Est-ce qu'il aurait réussi à s'échapper dans ce bouquin? Est-ce que les livres illustrés de Plume Grise seraient sortis comme un petit bonus pour rassurer les fans en mode regardez il a réussi à s'échapper? Est-ce que le mystère serait resté entier? On ne sait pas, mais dans tous les cas moi ça ne m'aurait pas du tout dérangé de pas savoir en fait. Oui j'aurais été dégoûtée, oui j'aurais été hyper triste et tout, mais c'est ce genre de moments qui font la force de la saga en fait. Si Aurore avait été le dernier bouquin de la saga, peut-être qu'il aurait réussi à rattraper les clans pendant le voyage, peut-être qu'Étoile de Feu aurait fait son deuil durant le voyage et qu'il aurait directement nommé Griffes de Ronce lieutenant dans les montagnes, on ne sait pas. Mais personnellement je pense que si la team LGDC avait vraiment conçu Aurore comme le point final qu'il était censé être, je pense que ça aurait été vraiment incroyable et très satisfaisant. Ensuite nous avons Nuit étoilée, je suis beaucoup moins fan de la seconde partie du cycle 2. Parce que, comme je l'ai dit, de base c'était censé être une trilogie. Du coup, pour broder, la team LGDC a trouvé d'autres intrigues et sous-intrigues qui sont très intéressantes, mais qui sont pas forcément bien ficelées et ça part vraiment dans tous les sens. Et en fait,
c'est bizarre parce que c'est à la fois la faiblesse du cycle et en même temps sa plus grande force, c'est que j'adore tous les thèmes variés qui sont abordés, même si ils ne sont pas très bien traités, paradoxalement. Donc pour revenir à Nuit étoilée, j'aime beaucoup les conflits internes du clan du vent, je trouve que c'est trop intéressant. Et bordel, ça aurait mérité qu'on ait le point de vue de Plume de Jet en fait, parce que franchement c'est largement ce qu'il y a de plus intéressant. Feuille de Lune trouve la source de Lune, donc ça aussi c'est très cool, très intéressant. On assiste du coup à la naissance du couple Plume de Jet, Feuille de Lune, avec la déclaration très déconcertante de Plume de Jet, qui au début m'a vraiment indignée par rapport à Jolie Plume, mais au final plus je l'ai lu, plus je la trouvais magnifique, et surtout plus je grandis et plus j'adore en fait la complexité émotionnelle de Plume de Jet. L'athéisme de Papillon, c'est vraiment un thème hyper intéressant. Le seul souci, c'est vraiment les dramas débiles entre Poil d'écureuil et Griffe de Ronce. Moi j'ai jamais été une fan de ces deux personnages, mais franchement je pense que pour ceux qui les adorent, ça a dû être très douloureux de lire la seconde partie du cycle 2, parce que après s'être apprivoisé durant la première partie du cycle 2, ces deux-là oublient tout d'un coup comment communiquer de la façon la plus élémentaire du monde. Poil d'écureuil qu'on a vu mûrir sans rien perdre de sa flamme, tout d'un coup redevient une gamine absolument insupportable, et Griffe de Ronce devient con comme une brique. Je suis désolée, il est d'une débilité sans nom dans la seconde partie du cycle 2. Ça n'a absolument aucun sens que Griffe de Ronce fasse confiance à son père Étoile du Tigre alors qu'il s'est opposé à lui en tant qu'apprenti dans le cycle 1, qu'il sait tout le mal qu'il a fait. Et aussi quelque chose qui me dérange dans ce bouquin, c'est la place que commence à prendre le clan des étoiles auprès des vivants. Et ça me dérange parce que ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans le cycle 1, c'est que oui, le clan des étoiles a toujours été investi dans la vie des vivants, mais il ne choisissait pas ses meneurs. Il envoyait des messages et des prophéties, mais c'était tout ce qu'il pouvait faire et ça restait quand même assez vague. En tout cas, moi j'ai jamais trouvé que c'était too much. Alors que dans le cycle 2, surtout dans la deuxième moitié, le clan des étoiles commence à être beaucoup trop investi pour moi. Alors en soi, ça me dérange pas trop quand on a le point de vue de Nuage de Feuilles, parce que c'est une guérisseuse, parce qu'elle est très douée. Donc voilà, ça me semble logique qu'elle ait une connexion particulière avec le clan des étoiles. Mais par contre, quand je vois l'arbre qui a abattu Griffe de Pierre, c'est juste non en fait. Ensuite, nous avons le cinquième bouquin qui est Crépuscule. La relation Plume de Jet et Feuille de Lune n'est pas du tout approfondie. Je pense que c'est aussi pour ça que autant de personnes n'aiment pas leur père. Feuille de Lune pense beaucoup à lui, Feuille de Lune est amoureuse de lui, mais au final, avant qu'elle ne décide de s'enfuir avec lui, on n'assiste jamais à leur rendez-vous secret. On n'assiste à aucune conversation, à aucun moment complice. Enfin, en fait, on n'a aucune idée de la nature de leur relation avant qu'ils ne s'enfuient ensemble. En tant que lecteur, on doit supposer qu'ils sont très amoureux l'un de l'autre. On doit supposer que c'est du solide et pas qu'une relation pansement, une petite amourette comme ça. Poil d'écureuil et Griffe de Ronce nous font toujours autant souffler, on n'en peut plus. De manière générale, je trouve que les points de vue sont pas très bien gérés dans la seconde partie du cycle 2. Chippy arrive et son but principal est de foutre la merde entre Cœur Blanc et Flocon de Neige, donc non merci évidemment. La mort de Museau Cendré m'a brisé le cœur, mais j'ai adoré parce que c'est pour ce genre de choses que j'aime LGDC en fait, c'est pour des moments intenses et émotionnels comme celui-ci. Museau Cendré est mon personnage favori de tous les temps LGDC, donc bien sûr que j'étais anéantie, mais franchement j'ai adoré qu'elle ait une mort comme ça qui était vraiment digne d'elle. Coucher de soleil, je vais le mettre dans bof bof. Pour moi c'est vraiment le pire bouquin du cycle. J'aime pas du tout, mais pas du tout, le fait que tous les conflits autour de Griffe de Ronce soient résolus avec des rêves ou des prophéties. Il y a eu le signe des pattes étoilées pour convaincre Poil d'écureuil qu'elle avait raison de se remettre avec lui. Il y a eu la barrière de Ronce qui protège le camp pour confirmer qu'il fallait le choisir en tant que lieutenant. C'est paresseux en termes d'écriture et en termes de développement de personnage, et c'est juste chiant et frustrant en fait, parce que du coup tout lui revient sur la tronche, mais on sait pas trop pourquoi. Et pour couronner le tout, on apprend que Museau Cendré s'est réincarné en Petite Cendre, donc la fille de Poil de Châtaigne et de Poil de Fougère, aka un des pires choix scénaristiques de la team LGDC, parce que je ne vois vraiment pas pourquoi Museau Cendré aurait le droit à la réincarnation, pourquoi elle aurait le droit à une seconde chance, alors que à côté on a des chats qui ont une vie mais 100 fois pire qu'elle. Moi ça m'a vraiment trop gavé parce que du coup la mort de Museau Cendré n'est plus du tout aussi triste, ne m'a plus du tout autant atteinte sachant ça, parce que du coup j'allais la retrouver, enfin retrouver une pâle copie hyper lisse et fade comme de l'eau tiède, donc en plus merci. Après évidemment il y a la scène iconique où Étoile de Feuille dans un piège à renard, où Griffe de Ronce tue Plume de Faucon, mais clairement ça ne suffit pas du tout à sauver les meubles. Alors ensuite nous avons le cycle 3, et alors le cycle 3 c'est le cycle que j'aime le moins de toute la saga. C'est à cause de ce cycle là que j'ai décroché de la saga il y a pas mal d'années de ça. Ça a tellement été une cassure pour moi que je me suis coupée de LGDC pendant des années. C'est vous dire à quel point je déteste ce cycle. Je trouve qu'il est ennuyeux à la mort. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cycle 3 et le cycle 4, du coup par extension, ont été conçus à partir de la scène du feu. Tout ce cycle a été construit
autour de cette scène et autour de cette révélation. Et en soi, c'est une bonne idée. Je dis juste que construire une suite de 6 bouquins sur une unique scène, c'est un petit peu compliqué. Pour vous dire à quel point ce cycle n'était pas réfléchi, c'est que Vicky, de base, n'avait pas du tout prévu que Feuille de Houx n'ait pas de pouvoir. De base, Feuille de Houx était censé faire partie de la prophétie avec ses frères. C'est juste qu'ils ont lancé la production du cycle 3, mais Vicky n'arrivait pas à lui trouver une idée de pouvoir, et au bout d'un moment, elle a laissé tomber l'affaire. Et d'un côté, je trouve absolument génial que la descendance de Flocon de Neige soit intégrée à cette prophétie. Je trouve ça génial qu'il y ait un des 3 chatons qui vrille complètement. Ça rend le personnage de Feuille de Houx vraiment intéressant. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que ça se sent dans ce cycle, dans sa construction? Parce que vraiment, tout au long du cycle, les auteurs ne savent pas du tout quoi faire de Feuille de Houx et ne savent pas du tout quoi faire de Pelage de Lion non plus. Le seul protagoniste qui est vraiment bien exécuté de A à Z, c'est Œil de Jet. Sur 3 protagonistes, c'est quand même très léger, je trouve. Sol, en tant que méchant, est d'une nullité affligeante malgré un bon potentiel et un bon concept. D'ailleurs, Vicky elle-même a dit qu'elle avait le seum de la façon dont elle l'avait utilisé et que si c'était à refaire, elle aurait aimé que ça se passe autrement. Et même de manière générale concernant ce cycle, Vicky a confié que si c'était à refaire, elle n'était vraiment pas certaine qu'elle repartirait sur une histoire avec des pouvoirs, des élus, etc. machin. Donc franchement, ça veut tout dire. Pelage de Granit, pareil, il y a un bon potentiel, mais le parcours est trop inégal. En fait, c'est trop bizarre. Enfin, au niveau émotionnel, c'est nul. Au niveau du développement des persos, c'est nul, sauf Œil de Jet. Et il y a des incohérences dans tous les sens et c'est pas bon. Je trouve que ce cycle vraiment n'est pas bon du tout. Alors, oh là là, on va commencer par Vision. Je vais dire non merci, j'en peux plus. Non, vraiment, je le trouve très chiant. À partir du cycle 3, je trouve que les chats sont beaucoup plus humanisés. On perd complètement ces mœurs mi-animales, mi-humaines, ce côté très sauvage et primaire qui faisait vraiment tout le charme des premiers cycles, surtout du premier. Les espèces de JO qui sont organisées entre les clans, j'ai trouvé ça mais tellement ridicule. C'était... rien que d'en parler, j'ai trop la flemme. Les 3 protagonistes me gavent, même si encore une fois Œil de Jet est intéressant, mais ils me gavent quand même. Les 2 autres, j'en parle même pas. Par contre, la révélation de la cécité d'Œil de Jet est très sympa. Par contre, j'ai un autre problème avec ce livre, c'est la façon dont ils ont traité Cœur Blanc. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec l'apprentissage de Nuage de Jet, même si ça reste maladroit. Les chats dans la nature ou même les chats domestiques s'accommodent très bien de la perte de leur sens ou de leurs membres. Surtout que les clans sont censés représenter une communauté solidaire et à un moment donné, il y en a marre de présenter les chats comme toujours plus humanisés, mais de l'autre côté, de continuer de présenter les chats en situation de handicap comme des boulets qui ne peuvent absolument rien faire et qui du coup sont soit forcés de devenir guérisseurs, soit forcés de rejoindre les anciens, que ce soit par les clans directement ou par la narration. Mais moi, ce qui m'embête le plus dans l'histoire, c'est Cœur Blanc parce que je ne vois vraiment pas pourquoi Cœur Blanc n'est pas devenu mentor avant. On nous a montré à maintes reprises qu'elle sait parfaitement chasser, qu'elle sait parfaitement se battre, qu'elle n'a rien à envier à ses camarades. Donc pourquoi n'a-t-elle pas eu d'apprenti à former avant? Pourquoi faut-il attendre qu'il y ait un chat aveugle pour qu'elle puisse devenir mentor? Vraiment, je trouve ça très insultant, très réducteur et hyper maladroit. Et surtout, et j'ai envie de dire quasiment le plus problématique, c'est qu'au moment où Nuage de Jet et Nuage de Houx changent de place et que Nuage de Houx devient apprenti guerrière, Étoile de Feu prend la décision de ne pas la confier à Cœur Blanc mais à Poil de Fougère. Et je trouve que c'est vraiment hyper représentatif de la façon dont la team LGDC a longtemps vu les personnes en situation de handicap. Parce que vraiment, je trouve que c'est un passage qui est tellement injuste, qui est tellement cruel aussi quelque part. Pourquoi ne pas avoir confié Nuage de Houx à Cœur Blanc? Juste pourquoi? Je vois pas en quoi Poil de Fougère, de par son caractère, correspond plus à Nuage de Houx. Et surtout, les autrices n'ont jamais redonné d'apprenti à Cœur Blanc. Alors que Étoile de Feu le lui promet. Ça a scandalisé beaucoup de personnes dans la communauté, ce qui est totalement compréhensible. Et l'une des autrices, donc c'est Kate si je dis pas de bêtises, a avoué que ce n'était pas du tout prévu que Cœur Blanc n'ait jamais d'apprenti, mais qu'ils avaient oublié de lui en donner un. Et que si c'était à refaire, je crois qu'elle lui donnerait un des nombreux apprentis qu'a eu Pétale de Rose. J'ai envie d'y croire, mais je ne suis pas certaine de mordre à l'hameçon parce que franchement, Cœur Blanc c'est un des personnages les plus populaires de la franchise et je ne vois pas comment tu peux oublier de lui donner un apprenti. Rivière Noire, et je vais mettre non merci aussi, je suis désolée mais je m'emmerde quoi, vraiment je m'ennuie. Pour Pelage de Lion, son entraînement dans la forêt sombre avec Plume de Faucon et Étoile du Tigre, c'est sympa, sa relation avec Œil de Myosotis c'est sympa aussi, mais vraiment sans plus parce que c'est vraiment du réchauffé en fait. Sa relation avec Œil de Myosotis, ça me fait vraiment penser à Feuille de Lune, Plume de Jet, et son entraînement dans la forêt sombre, à Griffe de Ronce. L'histoire dans les tunnels, ça me laisse de glace, l'accident de Nuage de Cendre aussi parce qu'elle n'a
aucune personnalité. Elle ne ressemble pas du tout à Muso Cendré. Elle a pas du tout son propre caractère. Enfin, c'est hyper décevant. Le 3, Exil, si je dis pas de conneries. Alors lui, vraiment, c'est la palme de l'ennui. Hein. Vraiment, la seule chose intéressante dedans, c'est la relation nuage de brume, plume de jet. Et qu'on voit plume de jet pleurer jolie plume malgré tout ce temps. Voilà, ils ont essayé de recréer la première partie du cycle 2 avec les mêmes persos plus leurs gosses. J'aime pas du tout qu'on fasse de la tribu de l'eau vive un peuple d'assistés. Et il y a quelque chose que j'aime pas du tout dans la guerre des clans, c'est cette volonté de montrer que le mode de vie des clans est meilleur que tous les autres. Que les guerriers en soient convaincus, tellement ils sont matrixés par le code du guerrier depuis leur naissance, c'est normal. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que à aucun moment l'histoire et la narration nous prouvent qu'ils ont tort. Dans leur série L'ombre de cœur de tigre, c'est pareil. À chaque fois, t'as un putain de guerrier qui essaye d'imposer le code du guerrier à un peuple qui n'est pas un clan. Et à chaque fois, l'histoire nous montre qu'il a eu raison de faire ça. Et moi, ça me fait trop chier. Enfin, justement, ce qui est cool avec la tribu, c'est qu'elle évolue dans un environnement complètement différent. Qu'elle a ses propres règles et elle n'a pas besoin qu'il y ait 6 pecnos qui arrivent pour lui dicter sa façon d'exister alors qu'elle survit dans les montagnes depuis hyper longtemps. Et j'aime pas du tout. Ça pose vraiment les clans comme des sauveurs qui sont au-dessus de tout le reste et je déteste ça. Nuage de Lion découvre enfin son pouvoir. Donc je rappelle quand même qu'on est au 3e bouquin du cycle, à la moitié, d'accord? Donc c'est pas comme si on parlait de l'intrigue principale du cycle, tout va bien. Ensuite on a Eclipse et là c'est un livre qui est pas trop déconnant. Enfin, allez, on va être sympa. On va voir s'il va redescendre après ou pas. La bataille entre tous les clans est super sympa et j'aime beaucoup le fait que Nuage de Lion, quand il manque de tuer Plume de Jet, et qu'il en vient à craindre ses pouvoirs. Je trouve que c'est hyper intéressant. Sauf que ça n'a absolument aucune conséquence, que c'est pas du tout une intrigue qui aura une conclusion ou quoi que ce soit. Alors que c'est largement ce qui aurait été le plus intéressant avec Pelage de Lion. Je crois qu'il y a personne qui meurt dans cette bataille qui oppose les 4 clans. Donc vraiment, ça a très peu d'impact au final. Donc non, en fait, je vais mettre dans je souffle. Hein. Franchement, plus j'en parle et plus ça me fait souffler. Ensuite, nous avons le 5. Donc là, c'est Pénombre, si je dis pas de conneries. J'apprécie la scène du feu parce que c'est une scène qui est absolument iconique. Même si il faut quand même dire ce qui est. Encore une fois, ça n'a pas été hyper bien construit parce que c'était cramé de fou depuis hyper longtemps que c'était Feuille de Lune la daronne des 3. Vraiment, je suis désolée. Je sais plus à quel âge j'ai lu le cycle 3. Mais je sais que j'ai eu pas mal de retours dans ce sens. Contrairement à d'autres intrigues et sous-intrigues des premiers cycles, je trouve que le cycle 3 est très maladroit dans son écriture, c'est tellement cramé. Par contre, tout ce qu'il y a avant la scène du feu, c'est chiant. Sol qui prend le contrôle du clan de l'ombre, ça n'a vraiment aucun sens. Et en fait, c'est ça le problème avec les personnages qui sont censés être plus intelligents que la moyenne, c'est que c'est très difficile de les construire sans rabaisser l'intelligence des autres. Et le problème, c'est que la team AGDC n'a pas été capable de faire ça. Donc du coup, pour que Sol paraisse plus intelligent que tout le monde, ils rendent tous les autres cons comme des pieds. Nos 3 protagonistes et les chatons de Pelage d'Or se font chier à créer un signe de toute pièce. Tout ça pour qu'au final, il y ait des membres du clan des étoiles qui apparaissent directement devant Étoile de Jet. Je suis désolée hein, à toutes les personnes qui adorent ce cycle et qui adorent ce livre, mais je trouve ça hyper bête. En fait, j'ai l'impression d'être prise pour une débile quand je lis ce genre de choses et qu'on ne me réplique pas que c'est une saga destinée à la jeunesse parce que c'est pas parce que tu t'adresses à des enfants et à des adolescents que tu dois les prendre pour des cons, déjà, premièrement. Et deuxièmement, c'est vraiment le premier cycle où j'ai vraiment l'impression d'être prise pour une débile en fait. J'ai jamais eu ce sentiment pour le cycle 1 et le cycle 2 alors que c'était tout autant destiné à la jeunesse. Il y a une énorme épidémie de malvers mais personne ne meurt, c'est super. Le retour dans le passé de Œil de Jet me laisse de glace, je vous avouerai. Et ça me fascine à quel point tout le monde s'en rafale les couilles de la mort de Pelage de Granit. Fleur de Bruyère et Flocon de Neige n'ont absolument aucune réaction. Tout le monde se barre à l'assemblée comme si de rien n'était. Enfin vraiment c'est... Soleil levant, je vais dire que je souffle aussi. Hein. Pareil en fait, avant le pétage de câble de Feuille de Houx, je n'aime pas du tout. La quête pour retrouver Sol ne sert absolument à rien. Par contre, la mort de Pelage de Miel est très choquante. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout et bah, j'ai adoré. Enfin, même si la mort est affreuse hein, en soi, mais j'ai adoré parce que je me suis dit enfin quelque chose qui me fait vraiment vibrer pour de vrai. Toutes les intrigues autour de Sol sont non seulement chiantes, mais en plus ça ne fait pas du tout avancer l'histoire. Ensuite, nous allons parler du cycle 4. Alors, le cycle 4, je le déteste pas autant que le cycle 3. Je m'ennuie beaucoup moins dedans aussi, il faut le dire. Mais je le porte pas non plus du tout dans mon cœur parce que les rouages de l'histoire sont hyper bancals. Les agissements des persos, de manière générale, surtout à la fin, sont vraiment débiles ou illogiques. Mais pour moi, le vrai problème de ce cycle, c'est que bah tout ça pour ça quoi. Enfin vraiment, tu construis quelque chose pendant 12 bouquins
Tout ça pour que ça soit aussi plat, pour que ça soit aussi bancal, aussi maladroit et pour que ça ne tienne absolument pas debout. Déjà, on va parler de la 4e apprentie. Je vais mettre bof bof. Déjà, moi je comprends pas pourquoi Pelage de Lion est protagoniste dedans. De manière générale, son point de vue c'est celui qui fait le moins avancer l'histoire et typiquement dans ce bouquin, je comprends pas pourquoi il est protagoniste en fait parce que on a besoin d'être dans la tête de Nuage de Colombe pour s'attacher à elle, pour apprendre à la connaître et ils sont tous les deux en quête. On n'a pas besoin d'avoir les pensées de Pelage de Lion, en plus ça fait doublon en fait. Sur le principe, j'aime le voyage jusqu'au barrage des castors parce que le problème est pertinent, c'est intéressant, c'est innovant, mais dans l'écriture je trouve ça super chiant. Ah oui, aussi un truc qui m'a trop gavé, c'est que tout d'un coup, dans le cycle 4, le clan de la rivière s'est réveillé et ne se nourrissait plus que de poissons. C'est pas comme s'ils avaient toujours chassé des proies terrestres depuis le début de la saga, mais bon c'est pas grave. Alors ensuite nous avons un écho lointain et c'est beaucoup plus intéressant déjà. Je pense que je vais le mettre dans... Toc 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 toc, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on en fait? Je peux vraiment pas le mettre au même niveau que cela en fait, enfin c'est vraiment pas possible. On a le point de vue de Feuille de Lys et même si je trouve que le personnage d'Aile de Colombe est très intéressant, je trouve que le point de vue de Feuille de Lys, en étant dans la forêt sombre forcément est beaucoup plus captivant. J'ai adoré l'intrigue avec ce faux rêve pour attaquer le clan de l'ombre. J'ai aimé le fait que Pelage de Lion tue Feuille Rousse accidentellement. J'ai aimé l'accident de Belle Églantine. Nuage de Lys devient hyper intéressante, de par sa jalousie, de par sa caractérisation et de par bien sûr son entraînement dans la forêt sombre. Nuage de Colombe quant à elle apprend qu'elle fait partie de la prophétie. C'est terrible de voir cet enfant se faire écraser par le poids de responsabilité qu'elle n'a pas du tout demandé, se sentir complètement isolée au sein de son propre camp. Vraiment pour moi, la seule chose qui sauve le cycle 4, c'est vraiment les deux protagonistes que sont Aile de Colombe et Feuille de Lys et leur relation. Ensuite on a le 3e des Murmures dans la nuit, je vais le mettre dans bof bof. Par contre la mort de Plume de Flamme, dont on a le point de vue, est absolument génial. Le couple Cœur de Tigre Nuage de Colombe en soi pourrait être intéressant pour ce que ça représente aux yeux de Nuage de Colombe, mais sur le papier j'avoue que ça m'a rien fait en fait. Nuage de Lys devient espionne, donc ça c'est très cool. Tout le passage avec l'esprit de Plume de Flamme, c'est génial, vraiment j'adore. Vous avez remarqué que j'ai pas du tout parlé de Pelage de Lion et de Cœur Cendré, c'est parce que je trouve ça naze. Je trouve qu'il y avait pas mal de potentiel sur le papier, mais que à la lecture c'est chiant, c'est plat, c'est émotionnellement vide, je ne peux pas, désolée. Ensuite on a le 4e, c'est l'empreinte de la lune. Je m'en tape, en fait c'est encore un voyage de merde à la tribu, c'est encore une fois les clans qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas et ça me gave. Alors Œil de Jet qui retourne dans le passé, en fait je suis pas fan de la boucle. Vous savez, des chats des temps révolus qui ont donné la tribu, qui ont donné les clans, enfin je suis pas fan. Le couple 2001 Œil de Jet pourrait être intéressant sur le papier, mais pareil en fait, dans la pratique ça rend pas bien. Par contre j'aimerais quand même souligner la mort de Piqué, qui est emporté par un aigle à la place de pattes de renard. C'est une mort absolument affreuse et en vrai ça m'a trop saoulée parce que ils sont beaucoup trop nombreux dans le clan du tonnerre depuis le cycle 3. Pourquoi pattes de renard a pas été enlevé, frère? Non seulement il sert à rien, non seulement c'est lui qui aurait dû être enlevé parce que c'est lui qui a pas écouté et qui a fait n'importe quoi, il aurait dû être enlevé le con. Ensuite en 5e on a la guerrière oubliée, donc le retour de Feuille de Houx. Où est-ce que je vais te mettre? Je pense que je vais le mettre dans Je souffle et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis très contente que ni Feuille de Houx ni Feuille de Lys ne soit le 4e chat de la prophétie parce que ça aurait complètement détruit tout leur développement. Tout le monde redevient complètement débile avec le retour de Sol. On souffle. J'ai beaucoup aimé le fait que Griffe de Ronce mente pour protéger Feuille de Houx. J'aime beaucoup l'explication qu'Étoile Bleue donne à Œil de Jet pour justifier la présence de Pelage de Granit au clan des étoiles. Dommage que la nouvelle team LGDC l'ait complètement jeté au feu. Croc-Jaune est définitivement massacré pour le bien de l'intrigue, comme l'ensemble du clan des étoiles. Je trouve ça fou en fait qu'ils se soient autant plantés et qu'ils aient autant massacré Croc-Jaune parce que je sais qu'elle est populaire et que c'était cool de la retrouver et en soi que c'était cool de l'associer à Œil de Jet, mais vraiment je ne sais pas comment ils ont fait pour autant la traîner dans la boue, comment ils ont fait pour autant oublier ses qualités, pour ne mettre en avant que ses défauts et les pousser à l'extrême. Non, vraiment, c'est incompréhensible. Ils auraient pu prendre n'importe quel mec du clan des étoiles dont on se fout complètement, beaucoup plus mineur, qui avait pas une vraie personnalité définie, pour lui faire prendre du coup ce rôle de gardien du clan des étoiles un petit peu foireux. Non, il fallait qu'ils prennent Croc-Jaune, donc un des persos les plus populaires de la franchise. Donc non, vraiment, j'ai détesté. En fait, le truc, c'est qu'il y a des choses intéressantes qui se passent dans le cycle 4, mais il y a tellement d'autres choses qui sont piétinées et massacrées à côté que je peux pas en profiter en fait. Ça m'énerve. Et enfin, on a le dernier espoir, et le dernier espoir, je vais mettre dans Je souffle. Je vais pas le mettre dans Mon merci non plus parce que quand même on va pas abuser. Le fait que Étoile de Feu soit le 4e chat, alors c'est toujours mieux que ça soit lui plutôt que Feuille de Lys ou Feuille de Houx parce que comme je l'ai dit sinon ça aurait foutu en l'air tout leur développement. Mais
qu'est-ce que c'est ennuyeux comme choix. Et surtout qu'il y avait vraiment pas besoin d'en faire le 4e chat de la prophétie. Enfin, je veux dire, prophétie ou pas prophétie, Étoile de Feu se serait battue corps et âme contre la forêt sombre. Et en fait, ce livre, c'est un peu la pierre finale d'un château de cartes qui s'effondre, parce que c'est là, en fait, où tu vois que depuis le début, le cycle 3 et le cycle 4 sont construits sur du vent, et n'ont absolument pas de sens. Parce que moi, quand je referme Le Dernier Espoir, la seule phrase qui me vient en tête, c'est tout ça pour ça, quoi. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de 12 bouquins pour un dénouement pareil, pour un combat aussi plat, pour aussi peu de morts? Est-ce qu'il fallait vraiment des pouvoirs et une prophétie ancestrale pour qu'au final les pouvoirs des élus, à part Pelage de Lion, soient complètement inutiles le jour J? À quoi a servi l'espionnage de Feuille de Lys, concrètement? Enfin, je veux dire, quel renseignement a-t-elle donné au clan? Et à quoi ça servait d'en faire une espionne si au final, Elle de Colombe parvient à entendre la forêt sombre? Et du coup, comme les rouages de l'histoire sont débiles, et bah ça me prend pour une débile, parce que du coup, je suis censée croire que tous les chats qui se sont entraînés dans la forêt sombre auraient fini par attaquer leur propre clan sans l'intervention de Feuille de Lys. Genre, alors que de base, ils y allaient pour devenir de meilleurs combattants pour leur clan. Donc oui, ils étaient endoctrinés, oui, ils étaient terrifiés à l'idée de s'opposer à la forêt sombre, mais quand même, en fait, c'est tellement gros. Et puis en plus, même quand tu prends un petit peu de recul, les chats des clans, plus du clan des étoiles, plus tous les ancêtres qu'ils ont chopés à droite et à gauche, plus Minuit le blaireau, etc. Mais ils sont 100 fois plus nombreux que la forêt sombre. Enfin, en quoi c'est une menace de fou comme ça? Enfin, le double décès de Petite Feuille, c'est une énorme blague. Vraiment comme de par hasard, c'est le seul chat du clan des étoiles important qui meurt. Le message qui est véhiculé est absolument affreux. Ensuite, on va s'attaquer au cycle 5 et clairement, ce cycle a été une bouffée d'air frais pour moi. Parce qu'au niveau de l'émotionnel, on était au top. Ça faisait longtemps que j'avais pas retrouvé une qualité d'écriture pareille. Je trouve que le casting est génial. Le sujet principal, donc à savoir l'origine des clans, était très cool. Maintenant, ce cycle a énormément de problèmes. Le traitement des personnages féminins, à part quelques exceptions, est une véritable catastrophe. Il ne tient pas ses promesses, il passe complètement à côté de son enjeu principal, à savoir montrer la naissance des clans. Là oui, on voit des chats quitter la montagne pour de nouveaux territoires, pour une nouvelle vie, mais au final les clans ne sont nommés que dans le dernier chapitre du dernier bouquin. On ne voit pas du tout la naissance du code du guerrier comme on le connaît. On voit quelques allusions et prémices des futures normes claniques, mais ça reste très très léger. Il y a plein de notions hyper importantes comme le statut de guérisseur, le statut de chef, les neuvies, etc. Qui ne sont pas du tout abordées dans ce cycle, mais dans des hors-séries et tout, et je trouve ça absolument honteux. Je sais pas comment tu peux construire un cycle de 6 bouquins sur la naissance des clans sans aborder des notions aussi importantes et primordiales. Et je pense que c'était pas une très bonne idée de faire en sorte que les clans descendent de la tribu de l'eau vive qui descend elle-même des chats des temps révolus, parce que ça crée une boucle qui en théorie est plutôt sympa et encore, mais tout le monde s'attendait, enfin en tout cas beaucoup de gens s'attendaient dont moi, à ce que les clans soient nés d'alliances entre chats domestiques, chats errants, solitaires, ce qui aurait expliqué que certains chats comme Étoile Bleue ou Croc Jaune aient des caractéristiques de chats de race, de chats domestiques. Honnêtement, ça aurait été tellement plus cool, parce que là, vu que tous nos héros ou presque descendent de chats de la tribu, et du coup ils n'apprennent rien du tout dans ce cycle. Ils ont déjà des mentalités de guerriers à peu près. Ils ont déjà cette notion vaguement apprenti-mentor, ils ont déjà cette notion de loyauté, ils connaissent déjà toutes les techniques de chasse, y compris la pêche, ils ont déjà cette notion de veillée funèbre, ils ont déjà les valeurs et les coutumes qui sont propres au clan. Et du coup je trouve ça hyper dommage, parce que du coup nos héros n'apprennent vraiment pas grand chose dans ce cycle. Et non, vraiment je trouve que c'est une grosse opportunité loupée. Un autre problème aussi, c'est que autant Ciel Bleu est un très bon antagoniste dans la première partie, autant dans la seconde, tous les grands méchants entre guillemets sont complètement interchangeables et sont très très peu impactants. Et surtout, ce cycle, comme tous les cycles qui vont suivre et dont on va parler, souffre d'un gros problème de rythme. Et ça s'explique en partie, je pense, par le fait que Vicky, qui était du coup l'éditrice des premiers cycles, a quitté la team LGDC après le premier bouquin du cycle 5. Donc je sais pas dans quelle mesure ça a été décisif ou pas, parce que la team LGDC a toujours été constituée de pas mal de personnes. Dans tous les cas, je trouve vraiment que depuis qu'elle est partie, il y a un vrai problème de rythme dans tous les cycles, et que les sous-intrigues sont nulles, voire quasiment inexistantes. Ce qui fait qu'il y a pas mal de livres par cycle où on s'emmerde. Enfin vraiment, c'est pas exagéré, pour moi vraiment je m'ennuie. Alors le Sentier du Soleil, je vais dire que je l'aime bien, en vrai. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas apprécié un voyage. Encore une fois, c'est dommage que la plupart des ancêtres des clans soient essentiellement
potentiellement de la tribu. Par contre, il y a des morts qui sont impactantes, il se passe plein de choses. La séparation du groupe, l'arrivée de Tempête, l'accident de Picrochu, le décès de Tempête, la naissance de Tonnerre. Mais c'est carrément dommage de ne pas avoir le point de vue de Ciel Bleu parce que c'est largement pour moi le personnage le plus intéressant. C'est un antagoniste qui est hyper complexe. C'est lui littéralement qui fait toute l'histoire. Je veux dire, tu enlèves Ciel Bleu du cycle 5, tu n'as pas d'histoire. Ensuite, on a Coup de Tonnerre. Où est-ce que je vais te mettre? Je pense que je vais le mettre dans J'aime bien aussi. Le rejet de Bêtise puis sa mort sont absolument affreux. C'est un des rares bouquins où Tonnerre est pertinent à mes yeux en tant que narrateur, en tant que protagoniste, pour qu'on explore sa relation avec Ciel Bleu. Gripoil est un père adoptif trop chou. Il y a la mort de Brume, il y a le rejet de Givre. Non, franchement, il y a plein de trucs hyper intéressants dans ce bouquin, donc il mérite sa place ici. Alors ensuite, on a la première bataille. Je trouve que c'est un très bon bouquin. Ciel Bleu est un antagoniste absolument incroyable. Pour moi, c'est le point culminant de ce cycle parce que toutes les tensions finissent par péter. Il y a des morts dans tous les sens qui sont hyper impactantes. Il y a des citations qui sont hyper impactantes aussi. Clairement, pour moi, c'est le meilleur bouquin du cycle de très loin et après, c'est une pure dégringolade. Par contre, l'intervention du futur clan des étoiles est très flemme. Pourquoi? Laissez-nous tranquilles, laissez nos persos agir par eux-mêmes. Ensuite, nous avons l'étoile flamboyante et moi, ce qui m'énerve le plus dans la seconde partie du cycle 5, c'est la prétendue rédemption de Ciel Bleu. Au lieu de faire en sorte qu'il soit puni, au lieu de faire en sorte qu'il change vraiment en profondeur, au lieu de faire en sorte que les gens lui fassent bien sentir qu'il a merdé et qu'il se retrouve au fond du trou avant de se relever et de potentiellement se racheter pour de bon. Et au lieu de ça, le récit l'excuse dans tous les sens et tout le monde l'excuse dans tous les sens. Avec des phrases comme c'est pas de sa faute, il pensait bien faire, ou c'était écrit comme ça devait arriver, ou regardez-le, il s'est repenti, il a changé. Enfin, c'est insupportable en fait. Laissez-nous avoir un protagoniste méchant avec des nuances et des motivations qui sont compréhensibles sans minimiser la gravité de ses actes. Enfin, je trouve ça dingue. C'est ennuyant, c'est très frustrant, c'est très énervant et c'est grave aussi parce que Ciel Bleu a vraiment commis des dingueries et juste tout balayer comme ça en disant oh c'était le passé, de toute façon il pensait bien faire. Enfin non, il se passe beaucoup moins de choses. Enfin en tout cas ça fait pas du tout avancer l'histoire je trouve. Enfin moi en tout cas je m'ennuie. Fleur d'étoile avait grave du potentiel. Moi j'étais persuadée qu'elle allait être la nouvelle antagoniste. J'étais trop hypée à l'idée de voir une manipulatrice, séductrice et tout. Et au final non, trop flemme, voilà. Borgne est passable en tant qu'antagoniste mais vraiment pas mémorable du tout pour ma part. Ensuite nous avons une forêt divisée. Je souffle aussi parce que un truc qui aurait été génial c'est que Douce Pluie renie Ciel Bleu jusqu'au bout parce que là oui il y aurait eu une conséquence et une punition enfin pour tout ce qu'il a fait, mais non elle est forcée de lui pardonner avant de mourir. Enfin c'est absolument affreux. Balafre en tant qu'antagoniste est ennuyant à mourir. Enfin franchement je me fais chier. Et pour finir on a le sens des étoiles et je souffle aussi parce que aucun mâle ne peut être célibataire plus de 2 secondes voilà, et aucun mâle ne peut survivre sans une descendance biologique à l'évidence. Enfin moi ça me saoule. En vrai je trouve que le cycle 5 a plein de bons côtés mais il véhicule tellement de mauvais messages. La rédemption de Ciel Bleu comme je l'ai déjà évoqué, l'adoption. En fait c'est très paradoxal parce que d'un côté Gripoil est un très bon père adoptif pour les chatons de Queue de Tortue et pour Tonnerre, et de l'autre côté quasiment tous les personnages qui l'entourent et la narration elle-même ont l'air de considérer que il n'est pas vraiment père tant que il n'est pas père de sang, et c'est super dérangeant. Enfin moi en tout cas je déteste. Et évidemment je ne compte plus le nombre de femelles qui ont été créées soit pour faire des love interest, soit pour être des poules pondeuses. La mort de Gripoil est très cool. Voilà, mais c'est tout ce que je peux dire sur ce bouquin en fait. Enfin, il n'y a rien qui m'a particulièrement marqué. Ensuite, on va parler du cycle 6. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup le cycle 6. Je trouve que les 3 premiers bouquins sont excellents. Je trouve que les thématiques abordées sont hyper intéressantes. Et je trouve que le casting principal est absolument super. Mais, comme je l'ai dit, depuis le départ de Vicky, il y a toujours un effondrement. Il y a toujours un moment où le cycle a raconté tout ce qu'il avait envie de raconter. Et on se fait trop chier dans plusieurs bouquins. Et au final, c'est comme s'ils étaient prisonniers de ce format de 6 bouquins par cycle. C'est trop dommage parce que le cycle 5 comme le cycle 6, tu te contentes de lire les 3 premiers, ce sont des bangers absolus. Le premier, je trouve qu'il est très cool. Je vais le mettre dans j'aime bien, je pense, ou peut-être dans j'aime beaucoup. Je vais le mettre dans j'aime beaucoup parce que je trouve que Nuage d'Aulne est un protagoniste qui est très attachant et différent de tout ce qu'on a pu voir avant. Je trouve que son profil est absolument génial. Le personnage de Nuage d'Aiguille est une pépite. Sa relation avec Nuage d'Aulne est hyper intéressante. Je trouve que c'est génial d'enfin intégrer le clan du ciel à la trame principale
principal. Et la séparation des deux sœurs à la fin du bouquin est un véritable crève-cœur. Ombre et Tonnerre, c'est clairement un de mes bouquins favoris, bien qu'il était très difficile à lire pour moi parce que le personnage de Nuages de Violette me parle énormément. L'implosion du clan de l'ombre est hyper intéressante. C'est le résultat de plein de facteurs et je trouve ça absolument fascinant. Plume Sombre est un très bon antagoniste, même si je préfère très largement Nuages de Violette, je trouve que Nuages de Brindille est quand même compréhensible et son point de vue reste intéressant, même si je la trouve quand même assez auto-centrée sur elle-même et injuste envers Nuages de Violette. Mais non, franchement, j'adore ce bouquin, c'est une pépite. Oh là là, le tome 3, éclat du ciel, mais alors il va tout en haut. Il est juste incroyable. La mort de Plume d'Aiguille est trop prenante. Nuage de Violette qui devient espionne pour le bien de tous, incroyable. Plume Sombre est un antagoniste de plus en plus efficace, il est tellement ravageur. Le combat Étoile Solitaire Plume Sombre, mais iconique. Il y a tellement d'affrontements prenants avec des conséquences dramatiques et franchement ça faisait tellement longtemps que c'était pas arrivé dans LGDC. Enfin je trouve ça tellement cool. La bataille qui oppose les 4 clans au chat errant au tout début est incroyable et plus tard, donc c'est une autre bataille, le moment où Plume Sombre force Étoile de Brume vaincue à abandonner ses blessés dont son propre fils et ses morts. Mais les frissons. Mais ça faisait tellement longtemps qu'un antagoniste LGDC avait pas été aussi, mais incroyable, iconique. Je m'en remets pas de ce bouquin, vraiment il est incroyable. Et on termine sur le retour du clan du ciel, mais c'était génial. Et c'est là que commence la chute, malheureusement, comme c'était très prévisible. Donc du coup c'est Péril Nocturne, je vais le mettre dans bof. Alors on a encore un voyage, cette fois-ci c'est pour retrouver d'autres membres du clan du ciel. Pourquoi pas en soi, ça m'a pas captivé de fou, mais c'était pas chiant non plus. On a l'arrivée d'Arbre, donc en soi son concept est cool. Les guerriers du clan de l'ombre rejoignent le clan du ciel après la disparition de Cœur de Tigre et d'Aile de Colombe. Donc Étoile Fauve renonce à son statut de chef. Je trouve ça hyper intéressant toujours. Le fait qu'Arbre ait des pouvoirs magiques par contre ça me saoule. Voilà, la magie dans LGDC de manière générale me fait souffler. En fait j'aime le côté spirituel et mystique de la saga, mais je déteste quand c'est de la magie vraiment concrète, quand c'est vraiment trop fantastique, parce que je trouve que ça colle pas avec les premiers cycles et que c'était ce qui faisait vraiment tout le charme de la saga, c'est que à part les 9 vies des chefs, on n'avait rien de concret, de magique, enfin c'était vraiment très spécial et là au final ça devient très fantastique et un peu trop farfelu pour moi, enfin vraiment ça m'a saoulé. J'aime beaucoup le fantastique mais pas dans LGDC. J'ai beaucoup aimé le fait que Nuage de Brindille reparte dans le clan du tonnerre alors que elle pouvait retrouver son père et sa sœur et enfin vivre avec eux. Elle n'est jamais plus déconnectée des siens qu'une fois réunie avec sa famille biologique et je trouve que c'est un message qui est hyper puissant et hyper beau. Ça dégringole mais ça passe toujours. Je pense que je vais dire non merci pour celui-là. Pour la rivière de feu, il est chiant. La relation Arbre-Violette Brillante est complètement bâclé. Le rôle de médiateur qui est créé pour Arbre, vraiment on souffle, ça sert à rien. Et c'était sûr que ça servira à rien en fait, parce que sinon il y aurait plus d'histoire vu qu'il y aurait plus de conflit. La petite relation entre Satine et Curldawn, bon on souffle, même si en soi c'était cool de voir que Curldawn restait fidèle à ses principes et à ses vœux de chasteté. Mais bon, enfin c'est tellement attendu maintenant les histoires avec les guérisseurs que franchement on souffle. Et la résurrection d'Étoile du Tigre 2, vraiment pour moi c'était le pompon sur la Garonne, parce que jusqu'à présent ça me saoulait que le clan des étoiles soit de plus en plus investi dans la vie des vivants. Ça me saoulait qu'il y ait de plus en plus de pouvoir, ça me saoulait qu'il y ait de plus en plus de présages, de prophéties aux yeux de tous, mais ça restait dans la limite de l'acceptable pour moi. Mais là, la résurrection, le fait que le clan des étoiles ait choisi spécifiquement quelqu'un pour le faire revenir d'entre les morts en estimant que c'était le seul capable de reformer le clan de l'ombre, c'était trop pour moi. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qui a été établi depuis le début. Le clan des étoiles est trop investi, le clan des étoiles choisit le chef des vivants, le clan des étoiles brave la mort pour ramener quelqu'un à la vie. C'était trop. Il y a beaucoup de fans qui considèrent que le cycle 7 marque un point de non-retour dans la saga. Et je suis d'accord, mais pour moi ça a commencé spécifiquement avec la rivière de feu et avec cette résurrection de merde. Voilà. Et enfin nous avons Au cœur de la tourmente. Je pense que je vais le mettre ici, je vais le mettre dans Je souffle. En soi j'ai trouvé que le move de Griffe de Genièvre d'empoisonner le clan du ciel pour le faire partir parce que il veut régler les problèmes de son propre clan, je trouvais que c'était intéressant. Et on sait tous très bien qu'il n'aurait pas dû finir dans la forêt sombre, ça n'a absolument aucun sens, sachant qu'il y a des chats qui ont fait 3 fois pire que lui ou à peu près la même chose que lui, qui ont fini au clan des étoiles. Donc vraiment ça n'a absolument aucun sens, surtout qu'en plus il a sauvé la vie de 2 personnes avant de claquer, donc vraiment non merci, on ne vous félicite pas la nouvelle team LGDC. Le développement de Branche Fleurie est très intéressant, à la fois en tant que mentor et en tant que compagne de nageur agile, mais j'aurais vraiment aimé que ces deux-là se séparent. Le clan du ciel part, puis finalement revient, enfin on s'ennuie. Et le pire c'est que quand je le raconte, on dirait qu'on s'ennuie pas tant que ça, mais je vous jure qu'à la lecture on s'ennuie. Et enfin nous avons le cycle 7, et le cycle 7 c'est clairement
vraiment celui qui divise le plus la communauté LGDC parce que généralement soit les fans l'adorent, soit ils le détestent et personnellement je suis mitigée dessus parce que je trouve qu'il est ambitieux. Ça, définitivement, je pense même que c'est le plus ambitieux de la saga. Et il s'aventure sur des chemins que, honnêtement, je ne pensais jamais voir dans LGDC. Et c'est à la fois pour le meilleur comme pour le pire. Et c'est ce qui fait la controverse de cet arc, c'est qu'en fait, il ose, il expérimente et il joue certaines cartes à fond, mais quitte à bafouer toutes les lois de cet univers. Je comprends que ça déplaise et comme je comprends que ça séduise, mais c'est vrai que quand je prends la saga dans son ensemble, je trouve que cet arc a fait plus de mal que de bien. Je trouve que l'atmosphère des bouquins est captivante. Je trouve que Pelage de Granit est un antagoniste hyper réussi, qui se différencie vraiment de tous les autres. Je trouve que les thématiques abordées sont hyper intéressantes. Je trouve que c'est super intelligent d'avoir créé un méchant qui joue sur les failles du code du guerrier et qui amène du coup les clans à modifier ce code du guerrier. Je trouve que c'est hyper pertinent, je trouve que c'est hyper intéressant. Après, il y a quand même pas mal de rouages de l'histoire qui sont bancals, voire complètement incohérents. Je trouve que dans ce cycle en particulier, on fait beaucoup de surplace. Il y a très peu de sous-intrigues, je trouve que c'est très léger. Et du coup, ça fait que pour faire traîner les choses et retarder l'inévitable, et on a des meneurs, des guérisseurs, etc. qui sont très passifs. On a beaucoup de réunions, d'assemblées, de discussions qui se ressemblent et qui se répètent. Et du coup, je trouve ça hyper dommage. Je trouve qu'il y a pas mal de moments où on s'ennuie en fait. À part les décès de soit de Gel et de Plume Grise, les morts ne me font ni chaud ni froid. Vraiment, la qualité émotionnelle de l'écriture a chuté. Enfin, c'est même plus un écart qualitatif, c'est un ravin carrément. Et surtout, pour moi, un énorme problème, c'est que ce cycle en particulier n'hésite pas à massacrer tous les personnages sur son passage pour le bien de l'intrigue. Et il y a toujours eu des moments out of character dans cette saga, mais là, je trouve que c'est un niveau qui est quand même hyper vénère. Il y a pas mal d'opportunités loupées. Par exemple, je ne comprends pas du tout comment Feuille-Doux, qui est un des personnages les plus populaires de cette franchise, ne soit pas du tout impliqué dans cette affaire. Je comprends pas du tout comment elle peut rester complètement à l'écart de toute cette histoire en étant la première personne ayant tué Pelage de Granit. Enfin vraiment c'est incroyable. Il y a pas mal de fanservice mais qui est pas du tout bien fait. Je pense évidemment à Rivière d'Argent et Jolie Plume qui sont juste présentées comme des meufs qui ont le seum sans jamais prendre en compte tout le développement et toutes leurs apparitions tout au long de la saga. Et sans doute ce qu'il y a de plus grave, le clan des étoiles est complètement achevé en fait par la nouvelle team LGDC. Il est définitivement cruel, injuste, incohérent et franchement je me demande comment on en est arrivé là. Je comprends pas pourquoi les tribunaux ont pas été mis en place après l'avènement de Pelage de Granit. Là ça aurait du sens et ça n'aurait pas contredit ce qui avait été mis en place depuis le début. On va commencer par le premier qui est Étoile perdue. C'est un bon début en soi mais je peux pas le mettre à la hauteur des autres, c'est impossible. Je trouve que les protagonistes sont tous intéressants dedans. J'ai beaucoup aimé le crush de Gel pour Tige Feuillu qui n'est pas du tout réciproque et le râteau qu'elle se prend c'est plutôt inédit. Je crois que c'était jamais arrivé pour un protagoniste LGDC, donc très cool. J'ai aimé le fait que Nuages de Racine ne veulent pas paraître bizarres comme son père. En fait, il y a plein de petits thèmes comme ça qui sont hyper intéressants, mais qui prennent pas assez de place dans le récit pour que ça soit des sous-intrigues qui peuvent te détourner de l'intrigue principale et la retarder. Le fait qu'Étoile de Ronce perde sa première vie et que quand il revient, il soit radicalement différent, c'est très intriguant. En vrai, c'est un bon début qui pose les bases et qui intrigue pour la suite. En vrai, c'est pas mal. Ensuite, nous avons l'imposteur. Je pense que je vais le mettre là aussi en vrai. C'était pas mal. Donc là, du coup, on a Nuage de Racine qui commence à communiquer avec le fantôme d'Étoile de Ronce. On a les réunions secrètes qui se mettent en place. On a plein de chats qui sont bannis ou qui doivent expier dans tous les sens. C'est un contexte et une ambiance qui est vraiment captivante. Pour l'instant, ça va encore parce qu'on est qu'au deuxième bouquin. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments où je trouve qu'il y a quand même beaucoup de répétitions. Je comprends qu'il y ait autant de personnes qui ne veulent pas croire Arbre et Nuage de Racine parce qu'ils sont vus comme des gens bizarres, parce que c'est tellement farfelu que personne n'a envie de les croire. Mais d'un autre côté, il y a tellement de choses qui sont faites de façon obvious pour reculer l'inévitable. C'est une parfaite excuse pour que l'intrigue se traîne le cul quoi. Et du coup moi ça me frustre un petit peu. Évidemment, Œil d'Ombre qui se fait attaquer à la fin. Pour le moment il y a quand même un truc hyper positif à dire sur le cycle 7. Il sait comment garder en haleine à la fin. Du coup ensuite on a Voile d'Ombre. Je vais mettre Je souffle parce qu'en soi il y a pas mal de moments que j'ai aimé mais j'ai trouvé que là particulièrement on commençait à faire du surplace. Je trouve qu'il y a beaucoup de chapitres qui se répètent entre eux alors qu'en soi il y a plein de choses intéressantes qui se passent hein. Œil d'Ombre est sauvé de la mort, Swatgel est une espionne, elle devient lieutenante, il y a une bataille, il y a
pas mal de morts, mais émotionnellement, comme je vous l'ai dit, franchement, c'est le néant, je m'en foutais. Et Soi de Gel, tout d'un coup, se découvre des sentiments pour Racine des Sources. Alors oui, elle pensait de temps en temps à lui, il y avait des petits trucs par-ci par-là, mais honnêtement, je trouvais que c'était pas hyper bien amené et que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe, en vrai. Enfin, c'est un couple auquel je crois pas vraiment. Donc voilà à quoi ressemble mon classement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!